Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle chronique psycho organisée par DailyFX. Je suis Caroline Domanine, je suis trader et je suis coach de trader sur la partie psychologique et comportementale et à ce titre, je rédige le site neurotrading.fr. Alors dans les chroniques de ce mois de novembre, on a parlé globalement de la dynamique de l'engagement. C'est ce comportement trop investi que vous pouvez avoir envers le trading ou même dans une position pure. Et il y a 2 semaines, donc je commençais avec l'espoir. La semaine dernière, je rentrais plus profondément dans la dynamique de l'engagement et aujourd'hui, on va aller au bout du chemin en parlant de l'addiction et de l'obsession du trading. Sujet bien joyeux, comme si on avait besoin de ça. Bref, donc l'addiction au trading, c'est un sujet qui est peu, voire absolument pas traité sur le net. Il y a 3 ans, je digresse 2 secondes, donc il y a 3 ans, une jeune femme qui avait vécu un drame familial était venue me voir parce qu'elle avait besoin de comprendre la descente aux enfers qu'avait vécu son petit ami. Et la question m'avait interpellée. Du coup, j'ai tenté de trouver des infos. Alors j'ai fait des recherches sur le net ou dans les différents et rares d'ailleurs livres que je pouvais trouver sur le comportement du trader et j'ai absolument rien trouvé sur la question. Du coup, j'ai rencontré 2 addictologues à l'époque qui étaient spécialisés donc sur les addictions comportementales et pas sur les addictions aux substances parce qu'il y a de grandes différences entre les deux. Mais bon, ils m'ont parlé effectivement des leviers des joueurs de casino, par exemple, ou de l'addiction numérique. Mais pour la spéculation, c'était un petit peu le vide sidéral. Alors bon, c'est sûr que le sujet est très spécifique et qu'on est loin de la question de santé publique. Du coup, évidemment, les spécialistes ne se penchent pas sur la question. Et généralement, ceux qui font du trading ou qui aiment le trading, allez comprendre pourquoi, évitent d'aller dans cette question tellement pleine de joie et de réjouissance. Bon. Quand on parle d'addiction ou d'obsession du trading, on est un peu en fait à la croisée des chemins parce que il y a plusieurs leviers qui sont très différents les uns des autres. Il y a le côté numérique et hypnotique des graphes, tout d'abord. Ensuite, il y a le côté réseau, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur les jeux de plateau. Et il y a aussi le côté hormonal et plaisir qui est propre aux joueurs de casino ou aux joueurs de poker. D'un autre côté, trader, c'est une activité professionnelle où le hasard n'a pas vraiment sa place. Alors quand on parle des leviers de l'addiction, on parle forcément de personnes qui ne sont pas, pour des raisons qu'on va évoquer aujourd'hui, donc qui ne sont pas dans une attitude qui est constructive et professionnelle. Donc dans cette chronique, je vais un petit peu essuyer les plâtres. Parce que comme il n'existe rien sur la question, j'ai pris des informations où je trouvais et je les ai mis en confrontation avec ce que je connais, donc d'une part par rapport au trading et d'autre part par rapport aux clients que j'ai déjà pu suivre. Pardon. Donc, oui, alors prenez connaissance de l'avertissement des risques liés au trading de DailyFX. Voilà. Donc aujourd'hui, addiction et obsession au trading, donc on va parler des mécanismes de l'addiction, donc dans la recherche du plaisir, dans la recherche du soulagement et dans la perte de contrôle. Ensuite, on va étudier les différents symptômes, donc la perte du contrôle de soi et les différentes interférences qu'il peut y avoir sur une vie de manière globale. On abordera les causes de l'addiction ou de l'obsession au trading. Donc on parlera d'instinct grégaire. On parlera d'une faible capacité de préfrontalisation et on abordera donc le principe des routes neuronales et du lavage du cerveau. Et on finira quand même sur une note autant que ce soit possible positive avec des solutions. Donc, voilà, pour résumer, on va dire qu'il y a 3 composantes qui sont toujours présentes dans le mécanisme de l'addiction. Et la première, c'est la recherche de plaisir.
Donc quand une personne se met à spéculer sur les marchés, c'est rare qu'elle sache où elle met les pieds. Et dans 9 cas sur 10, les personnes ont à peu près la même démarche que celle qui fut la mienne d'ailleurs. Elles y vont la fleur au fusil, sans plan réel, et elles passent des ordres plus ou moins au hasard. Même si elles ont la sensation de mener une analyse qui est construite et qui est claire, les facteurs qu'elles prennent en compte sont tellement versatiles, sont tellement peu fiables, que ça revient en fait à opérer au hasard. Pour que les choses soient simples, on va prendre un exemple concret d'ailleurs et réel de quelqu'un que j'ai suivi. Disons que Paul commence le trading en juillet 2014. Et alors, comme beaucoup de petits nouveaux, Paul choisit le Forex et la paire euro-dollar. Donc, en juillet 2014 et dans les mois qui suivent, Paul short à la chaîne et il a une unité de temps qui est pas très large, mais qui est assez large puisqu'il a des positions en swing qui durent quelques jours. Et alors, pendant des mois, Paul gagne. Alors, il ne gagne pas tout le temps, mais il gagne quand même assez souvent et sa balance est largement positive. Du coup, évidemment, Paul, il a l'impression d'être un tueur, d'être the king of the markets, le loup de Wall Street, et évidemment, il a un plaisir énorme à opérer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Paul entre, grosso modo, on va dire juillet 2014 et janvier 2015 ? Régulièrement, à chaque fois qu'il prend un gain, ou qu'il observe une position gagnante, d'ailleurs, il a des modifications électrochimiques dans son cerveau. Donc il va libérer de la dopamine. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans le chat qui me dit qu'il ne faut pas m'appeler domanine, mais qu'il faudrait m'appeler dopamine. Merci. Bref. Donc, dans le cerveau de Paul, il y a la libération de dopamine dans le noyau accumbens, mais aussi de la sérotonine, avec une forte activation des récepteurs aux endorphines qui vont être directement génératrices de bien-être. Voilà, ça, c'est pour la biologie. Ensuite, de manière plus cognitive, dans ses pensées, Paul a l'impression qu'il a son trading bien en main et qu'il assure grave. Donc alors évidemment, il a connu des pertes, mais globalement, il a confiance en sa bonne étoile et dans son talent inné pour les marchés financiers. Et le trading lui procure régulièrement des petits shoots hormonaux dont il aurait bien du mal à se passer. Mais ça, évidemment, à ce moment-là, Paul n'en a absolument pas conscience. Il a la sensation de maîtriser, il a la sensation de progresser, il pense qu'il a compris le truc et il se dit que la partie est complètement gagnée. Alors la réussite temporaire de Paul est-elle due à son travail ? Alors non, évidemment, mais ça, Paul ne le sait pas. À ce moment-là, l'eurodoll est dans une large vague baissière qui dure depuis déjà quelque temps. Le temps pour lui, en fait, de créer des habitudes, et d'ailleurs, pas les meilleures, mais ça, évidemment, il n'a absolument pas suffisamment de recul ou d'expérience pour s'en apercevoir. Donc le deuxième mécanisme de l'addiction, c'est la recherche de soulagement. Donc 2015 commence, bonne année, l'eurodoll reste baissier encore pendant quelques temps, mais la tendance s'essouffle peu à peu, et à partir, si je me souviens bien, du mois de février ou de mars 2015, pour des raisons qu'on n'abordera pas ici parce que c'est absolument pas le sujet, mais la paire eurodoll rentre dans une tendance de fond qui est beaucoup moins marquée, alors que Paul a développé un large levier baissier, ce qui fait qu'il se fait régulièrement déchirer par les marchés. Alors là, inutile de dire, fini les petits shoots de dopamine ou de sérotonine, fini la sensation d'être le king. Régulièrement, il prend des pertes et il ne comprend pas puisque sa manière d'opérer n'a absolument pas changé. Il fait tout pareil, il vend à la chaîne. Donc évidemment, il est frustré et il a peur. Alors il a peur de plein de choses au fond. Il a peur d'avoir tort. J'ai déjà abordé cette question sur le besoin d'avoir raison. Il a peur de ne pas être aussi brillant qu'il le croyait.
il a peur de perdre de l'argent, il a peur de ne plus jamais retrouver ces sensations tellement galvanisantes qu'il a connues, et il a besoin d'un soulagement immédiat, parce que cette peur est absolument insupportable. Alors, autant il semblait détendu et détaché dans son trading au moment où il gagnait, évidemment, autant maintenant, il devient quasiment obsessionnel. Il veut coûte que coûte en fait retrouver cette espèce de paradis perdu. D'ailleurs, paradis perdu probablement définitivement, mais ça c'est assez difficile à accepter, et il ne le sait pas encore, donc il continue à chercher, et c'est ce qui devient complètement obsessionnel. Et qui l'amène évidemment à une perte de contrôle. Donc là, son engagement est absolument extrême. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc c'était le sujet de la chronique de la semaine dernière, l'engagement. Donc si vous ne l'avez pas écouté, il n'est pas trop tard pour bien faire. Voilà, donc je vais passer très vite sur la question. Donc tout ce qui n'est pas en relation directe avec le trading l'ennuie. Et quand il est en perte, il a besoin de se refaire. Et comme il est en perte souvent, il reste constamment dans cette dynamique, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et qu'est-ce qu'il fait du coup de manière concrète en termes de gestion ? C'est qu'il coupe vite ses gains, parce qu'évidemment il est très pressé d'obtenir une gratification, il est fébrile, il a peur, il a besoin de soulagement. Donc les gains vont être coupés très très rapidement. Et il laisse creuser ses pertes, parce que quand il est en perte, il espère que le marché va revenir. Il prie la bonne mère, comme on dit. Et puis voilà. Donc nous allons maintenant passer aux symptômes. Donc quels sont les symptômes concrets et observables qu'on peut avoir pour l'addiction au trading ? Alors pour vous aider à répondre à cette question, je me suis rendue sur le site de la CEDAP, qui propose un questionnaire en ligne pour ceux qui auraient le doute d'être addicts aux jeux d'argent. Et alors il pose comme ça toute une série de questions, et c'est des questions qui sont intéressantes, même si c'est pas forcément directement lié au trading, parce qu'elles permettent de mettre le point sur certaines attitudes, certains postulats qui sont propres aux addictions comportementales, notamment par rapport à l'argent. Donc la première question, c'est: avez-vous misé plus d'argent que vous pouviez en perdre ? Alors ça d'ailleurs, entre parenthèses, un trader qui ne va pas maîtriser son exposition peut répondre oui. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui utilisent du levier sont des traders addicts, non. Je dis juste que si vous n'avez pas une vision claire de votre exposition, que vous n'avez pas clairement accepté, quantifié ce que vous êtes prêt à perdre, pour cette question, vous pouvez répondre oui. Voilà. Donc ensuite, avez-vous misé de l'argent pour obtenir de l'excitation ? J'en vois déjà certains qui commencent à être mal à l'aise avec mon petit questionnaire à la bip. Voilà, mais ok. Êtes-vous retourné jouer pour récupérer l'argent perdu ? Quelle est sympathique cette question. Avez-vous vendu ou emprunté pour obtenir de l'argent pour jouer ? Avez-vous déjà senti que vous aviez un problème de jeu ? Le jeu cause-t-il des problèmes de santé, du stress, de l'angoisse ? Des personnes critiquent-elles votre rapport au jeu ? Vos habitudes vous ont-elles causé des difficultés financières ou de couple ? Et vous êtes-vous déjà senti coupable ? Bon, soyons clairs, vu le nombre de oui probables à ces questions, vous vous dites que le sujet est en train de virer au vinaigre. Je dois apporter quand même une nuance, parce que je le dis et je le répète, ces questions sont dédiées à des joueurs, c'est-à-dire à des personnes qui, grosso modo, comptent uniquement sur le hasard, alors que le trading ne doit pas être un jeu de hasard, mais une activité professionnelle, une activité construite avec un plan, avec des outils, avec des stratégies, avec des moyens de se protéger, etc. D'ailleurs, c'est pour cette raison que c'est difficile de reconnaître l'addiction au trading, parce qu'il va y avoir pas mal de traders de mauvaise foi
sur cette confrontation avec l'obsession et l'addiction et qui peuvent justifier, on va dire, leur engagement par des mots comme motivation, pugnacité dans le travail, capacité à se donner du mal, sens du défi, etc. etc. Mais bon, j'ai souhaité vous partager ce questionnaire parce que je trouve qu'il pose les fondations d'une vraie base de réflexion sur cette question. Enfin, sur l'obsession et l'addiction au trading. Donc, donc premier symptôme de l'addiction au trading, c'est la perte de contrôle de soi. Alors, dans ce cas de figure, le comportement est compulsif. Vous pouvez trader n'importe où et n'importe quand. Dans vos pensées, ça prend une place démesurée. Vous y pensez en permanence, quoi. Émotionnellement, vous vous sentez plus ou moins fébrile et extrêmement réactif. Et ça, pour mettre le doigt là-dessus, c'est assez simple. Certains jours, vous allez être au 7e ciel, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression d'être puissant, de comprendre plein de trucs, et d'autres jours, vous avez juste envie de crever sur place. Et donc, vous vivez dans un grand 8 émotionnel d'ailleurs qui est épuisant. Sur les marchés, dans vos points d'entrée ou dans votre gestion, vous êtes systématiquement réactif et pas proactif. Et en fait, c'est ce qui accroît votre vulnérabilité. Et vous avez beaucoup de difficultés pour accepter ou pour vous confronter réellement à vos pertes. La première réaction d'ailleurs où vous avez tendance à céder, c'est celle de vous refaire. Et vous ne parvenez pas à systématiquement maîtriser cette impulsion. Et donc parfois vous perdez totalement le contrôle sur vos comportements et par effet ricochet sur votre gestion. Vous savez que je suis une grande adepte de la théorie des dominos et on revient là-dessus. À un moment donné, ce besoin de se refaire, ce besoin d'avoir raison, ce besoin de retrouver du plaisir ou de se soulager, eh bien, va vous pousser à rentrer dans des positions qui sont complètement hasardeuses. Et là, on est typiquement dans un comportement de type addictif ou obsession qui n'a absolument rien de rationnel. Donc, interférences. Les interférences du comportement sur les activités courantes. Émotionnellement, vous peinez à trouver de la joie en fait et de l'intérêt pour tout ce qui ne touche pas au trading, que ce soit votre famille ou votre travail. Quoi que vous fassiez, quoi qu'on dise autour de vous, il y a toujours une partie de vous qui reste branchée au trading. Et d'ailleurs, vous avez tendance à réduire le temps que vous allouez aux autres choses. Au lieu de sortir pour voir vos amis, au lieu de vous concentrer sur votre travail, sur votre métier si vous en avez un, au lieu de développer des hobbies ou juste de rien faire de particulier, et excusez-moi l'expression, mais de glander un petit peu pour reprendre des forces, eh bien vous êtes systématiquement, vous avez cette impulsion d'être productif par rapport à votre trading. Et c'est un petit peu comme si vous aviez la sensation, sans que ce soit évidemment palpable, d'être dans un train en marche dont vous ne pouvez pas descendre. Et dans ce cas-là, vous vous sentez un petit peu comme piégé par vous-même. Et vous trouvez même plus de plaisir en fait dans le travail acharné parce que c'est devenu un combat avec vous-même, un combat avec le marché. Vous avez besoin de réussir, vous avez besoin de vous prouver que vous pouvez y arriver. Et ça devient une question quasiment de survie identitaire. D'ailleurs, pour revenir à cette question de manière plus détaillée, je vous invite, désolé si je fais des références, mais pour rentrer dans le détail sur une thématique comme ça, il faut pas mal de temps, peut-être que je vais trop dans le détail, enfin bon, voilà, c'est ma manière de faire. Du coup, effectivement, je vous renvoie à des chroniques précédentes parce que sinon, j'ai pas le temps de tout voir. Et donc, sur cette question identitaire, je vous renvoie à la chronique sur l'espoir. Donc, voilà, grosso modo, vous êtes fatigué de cette situation et pourtant, c'est plus fort que vous continuez. Vous avez bien compris que c'est une voie sans issue, mais ça ne vous empêche pas de regarder les marchés sur votre téléphone quand vous êtes dans le train, quand vous êtes dans une réunion, quand vous êtes sur un bar en terrasse, pour faire une triste référence.
Voilà, ça ne vous empêche pas d'être complètement collé à vos écrans et de chercher des solutions dans cette quête secrète dont vous n'avez peut-être même pas conscience, cette quête du plaisir et cette quête du soulagement. Du coup, pour faire court, l'impact sur votre vie globale est corrosif. Mais cette idée, vous n'avez pas envie de vous y confronter et vous n'avez absolument pas la capacité de renoncer. Parce que c'est bien le mot qu'il faut utiliser, hein, renoncer. Ce qui se passe en fait, c'est que ce que vous vous dites peut-être inconsciemment, c'est ça, c'est toute cette peine, tout ce travail, tous ces espoirs pour rien, pour en finir comme ça, là, ici, maintenant, de manière tellement minable. Et alors, cette idée-là, elle est inacceptable. Et c'est du fait même que cette idée soit inacceptable que vous allez renforcer le principe obsessionnel. Renoncer à ce moment-là n'est absolument pas une option pour vous. Et pourtant, c'est probablement la seule qui soit judicieuse à l'instant où vous êtes pris un petit peu dans cet engrenage. Alors bon, si vous êtes dans cet état d'esprit, j'imagine que je suis un petit peu en train de vous plomber le week-end. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me marque bon week-end, ok. Alors le but c'est pas de vous plomber, le but c'est d'essayer de faire prendre conscience sur certains freins à la réussite, sur certains freins à la performance, pour que vous puissiez les traiter clairement et revenir peut-être un petit peu plus tard sur les marchés avec beaucoup plus d'armes que vous en avez actuellement. Bref. Grosso modo, par rapport à cette question, je voudrais dire deux choses à ceux qui se sentent plus ou moins concernés. La première, c'est que même si vous êtes concrètement responsable de cette situation, vous n'en êtes pas coupable. Et il y a énormément de raisons inconscientes qui vous poussent à ce type de comportement, et c'est ce que je vais aborder dans quelques instants. La seconde chose que je voulais dire, c'est que rien n'est perdu. Et le bout du chemin n'est pas forcément aussi sombre qu'on peut l'imaginer comme ça, parce que vous pouvez trouver en vous les ressources pour vous sortir de là. Des gens qui ont une faiblesse envers l'addiction ont aussi une force énorme. Ils ont la capacité de faire pleinement les choses. Culturellement, on a tendance à associer le mécanisme obsessionnel à une faiblesse. Et d'ailleurs, je ne suis absolument pas d'accord là-dessus parce que la majeure partie des grandes réalisations ont été faites par des obsessionnels. Rien de grand, rien de beau ne se fait sans force et sans sacrifice. Par contre, le problème, c'est que pour l'heure, ce goût de l'extrême peut potentiellement jouer contre vous. Et en trading, l'obsession mène à la perte parce que l'implication que vous allez avoir dans vos résultats vous empêche tout simplement d'avoir une bonne gestion. Par contre, je souhaitais vraiment souligner ce point, vous avez le pouvoir de le changer et de reprendre contrôle et d'utiliser cette capacité, cette force à vous investir réellement dans quelque chose pour construire du solide. Et ça, on en parlera aussi un petit peu plus tard dans les solutions. Donc les causes concrètes de l'addiction. Le premier, c'est l'instinct grégaire. Alors, comme d'ailleurs, l'instinct grégaire, c'est simple, celui-là, il est toujours là quand il y a un problème. C'est fou, comme sur toutes les problématiques, quand par rapport au modèle du neurocognitivisme qui a l'avantage de pouvoir étudier la complexité humaine en prenant d'abord les étages décisionnels palier par palier, pour pouvoir ensuite étudier l'ensemble et étudier les interactions. Bon, bref. Et donc c'est fou comme systématiquement l'instinct grégaire, je le retrouve dans tous les trucs qui nous ennuient. Bref. Bon, je ne vais pas vous expliquer pour la 50e fois ce qu'est l'instinct grégaire. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une vidéo donc sur ma chaîne YouTube qui est intitulée L'apport des neurosciences aux traders, où justement je détaille les différents étages de conscience et où j'explique le mécanisme de l'instinct grégaire, donc vous pouvez y aller. Sinon, de manière encore plus détaillée, dans mon livre
vous trouverez vraiment un gros descriptif. Et donc voilà, dans Google, vous tapez Caroline Domanine et vous tapez livre et ça y est, vous y êtes. Bref. Donc l'instinct grégaire, plus il va être marqué, plus vous avez de chances d'avoir un comportement addictif. Ceux qui vont avoir un positionnement proche de la neutralité, quel qu'il soit, hein, ce positionnement, donc plus il se rapproche de la neutralité, moins le risque addictif et obsessionnel est grand. Alors ensuite, selon les 4 positionnements possibles, voilà, ceux qui vont avoir une forte marginalité auront très certainement une sorte de carence en aptitude sociale. Autrement dit, c'est des gens qui sont introvertis et timides. Donc la personne qui est très introvertie confronte beaucoup moins qu'une autre sa vision au monde et avec les autres. Et donc elle n'a pas l'impulsion de se confronter, et par effet domino, elle n'a pas de feedback de la vie. Et du coup, elle se remet beaucoup moins facilement en question. C'est ce caractère-là qui va pousser vers des comportements obsessionnels. Ensuite, ceux qui ont une forte axialité, c'est-à-dire une grande confiance dans l'environnement, sont aussi prédestinés à des comportements excessifs parce qu'ils sont emportés, j'ai envie de dire, par leur croyance irrationnelle que tout ira bien. Ils sont inconscients. Et du coup, ils y vont, voilà, vraiment corps et âme, ils s'y jettent à cœur perdu, et puis évidemment, ils développent des comportements qui sont excessifs. Ensuite, donc, ceux qui ont une très forte dose de soumission auront besoin de se rassurer. Et à ce titre, ils vont être fondamentalement investis dans le résultat. Et alors ici aussi, par effet domino, la personne pourra développer des comportements addictifs. J'ai tenté de vous expliquer rapidement parce que je sais que ça paraît absurde quand on y réfléchit de manière logique, mais l'instinct grégaire est absolument pas logique, hein, c'est des besoins qui sont très archaïques. Donc la personne soumise a un grand niveau de devoir. Donc elle estime que pour gagner, elle doit se donner beaucoup de mal. Et c'est cette sensation qui va la pousser à travailler énormément jusqu'à l'obsession, et c'est ça qui va être son frein principal pour réussir. Et donc là, on est en plein dans un cercle vicieux parce que les ressources qu'elle croit nécessaires pour réussir vont finalement être son frein majeur. Donc là, c'est un cercle qui est complètement absurde, mais qui se retrouve malheureusement de manière assez régulière. Alors ensuite, au niveau de la soumission, il y a la question de l'estime de soi. Donc souvent, le ressenti de ceux qui ont une forte soumission invite à beaucoup de comportements qui sont destructeurs et qui ont pour unique fonction de s'auto-saboter en fait. C'est en fait de manière inconsciente de justifier le fait qu'elles ont ce niveau de droit et de devoir. Voilà, donc bon, là on va vraiment dans le détail, je risque de vous perdre, donc j'arrête là. Donc à l'opposé, quelqu'un qui va être vraiment dans la dominance va aussi s'investir corps et âme avec une énergie incroyable parce qu'il est prêt à tout pour réussir. Et rien ne l'arrête. Pour lui, remettre les choses à plat, prendre de la distance ou se reposer, bah évidemment c'est très compliqué parce que ça signifierait qu'il doit accepter ses propres limites. Ce qui est évidemment compliqué pour quelqu'un qui a beaucoup de dominance parce que ça lui vient pas, en tout cas vraiment pas spontanément. Voilà, donc pour résumer, retenez bien sur cette question de l'addiction que plus l'instinct grégaire est marqué, plus la personne aura tendance à rentrer dans des comportements addictifs. Donc autre point, c'est le manque de capacité à la préfrontalisation. Bon, ceux qui connaissent mon modèle, le mode préfrontal, c'est ce que j'appelle la baleine. Donc une personne qui va avoir des difficultés à solliciter son préfrontal aura beaucoup de peine à prendre le contrôle sur ses impulsions. C'est une personne qui est très émotionnelle et qui se détache pas de son ressenti en fait. Donc je vous expliquais
tout à l'heure donc la recherche de plaisir et la recherche de soulagement, pardon, et on y revient. Une personne qui est vraiment dans l'émotionnel et qui est dans l'émotionnel parce qu'elle a peu de capacité à préfrontaliser, va évidemment être beaucoup plus sensible qu'une autre à ces deux leviers. Et donc, le manque de préfrontalisation se traduit par de l'impulsivité. D'ailleurs, j'ai déjà abordé la notion de l'impulsivité. Oui, c'était dans la chronique sur la patience, pour ceux qui souhaiteraient y revenir. Donc un comportement impulsif peut facilement déboucher sur un comportement compulsif, propre à l'addiction. D'ailleurs, au niveau syntaxique, c'est pas pour rien si les deux ont la même racine lexicale et que ces deux mots font référence à la pulsion, parce que quand l'impulsivité est une pulsion réactive, c'est-à-dire il se passe quelque chose, je réagis, et où là on est dans l'impulsivité, donc dans un mécanisme de défense, la compulsion, elle, c'est un moyen d'assouvir des besoins identitaires et des velléités de plaisir qui sont extrêmement fortes, extrêmement implantées, et très difficiles de s'en détacher. Surtout quand on manque de capacité préfrontale. Ensuite, dernier point sur cette notion du préfrontal, c'est que évidemment, une fois de plus, par effet domino, ce sont des personnes qui sont plus vulnérables aux états dépressifs et anxieux qui peut mener à l'addiction. L'addiction dans sa stabilité, puisque le principe d'une obsession, justement, c'est sa stabilité, c'est le fait que ça prend toute la place. Donc à un moment donné, ça permet de gérer la peur de l'incertitude et ça permet aussi de gérer l'angoisse et la tristesse. Je n'ai aucune incertitude puisque je suis obsessionnelle. Je ne me pose pas de questions, je ne cherche pas d'autre chose, je ne suis pas curieux puisque je suis obsessionnel, j'ai mes réponses. Voilà, en gros, le mécanisme c'est celui-ci. Donc, les routes neuronales et le lavage de cerveau. Quelqu'un qui a déjà connu une forme d'addiction, quelle qu'elle soit, dans sa jeunesse, est nettement fragilisé, pour une seule et unique raison, c'est que l'addiction en fait suit un parcours neuronal spécifique dans le cerveau. Et celui qui connaît ce parcours, grosso modo, il a ouvert la voie, quoi. Une voie qui va être très simple à emprunter à nouveau. Donc ce mécanisme plaisir, recherche de soulagement, perte de contrôle est déjà connu de l'individu au niveau biologique et neuronal, et il a tendance à y retomber plus facilement. C'est injuste, je sais, mais bon, c'est comme ça. D'un autre côté, par effet miroir, une personne qui arrive à l'âge, on va dire, grosso modo de 20-25 ans, sans jamais avoir connu de comportement obsessionnel ou addictif, aura très peu de chances de tomber dans ce travers. Évidemment, il peut être très motivé, mais quelqu'un qui a jamais connu l'obsession ou l'addiction à 25 ans, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose de très particulier et généralement de dramatique dans la vie de la personne pour qu'elle puisse tomber dans des comportements addictifs par la suite. Donc ensuite, dans les causes de l'addiction, on peut observer le mécanisme du lavage de cerveau. C'est une manière compliquée de dire qu'on se ment à nous-mêmes en fait. Et on se ment à nous-mêmes sur la hauteur de l'engagement et sur l'espoir et sur l'implication excessive que la personne peut avoir dans le trading. Alors là, par rapport à cette idée, je change encore. Donc on a abordé l'instinct grégaire, on a abordé le préfrontal, donc le mouton et la baleine. Là, on va parler 2 secondes du néolimbique et donc du singe, puisque la facette la plus touchée par ce mécanisme, c'est la facette du compétiteur. Parce qu'il respecte les valeurs travail. Il a un sens du défi et le sens du challenge. Et d'ailleurs, c'est ici que le trading est plus pernicieux que toutes les autres addictions, parce que quand on est fumeur, quand on est joueur de casino, quand on est toxicomane, on sait qu'on se fait du mal. Je veux dire, l'entourage le dit.
les spots de santé publique le disent, le banquier peut le dire. Bref, il y a énormément de messages de l'extérieur qui sont très très clairs. On a tort. Avec le trading, c'est différent parce que le trader peut facilement se défendre avec un dialogue du type mais non, c'est absolument pas un jeu de hasard. Hein. Ah non, non, hein. Non, non, vous méprenez pas. Hein. Si j'y passe 18 heures par jour depuis 6 mois, c'est absolument pas de l'addiction, c'est de la motivation pour apprendre un nouveau métier. C'est parce que je suis impliqué, c'est parce que je suis un battant. Et donc, là où c'est hyper vicieux au niveau du compétiteur, c'est qu'il va trouver des justifications positives qui vont d'ailleurs venir renforcer son estime de soi dans le fait qu'il est complètement obsessionnel et addict. Et c'est là où vraiment, du coup, je trouve que l'expression lavage de cerveau est vraiment adéquate, parce que dans la réalité des faits, bah, il souffre, hein, il est en train de se ruiner, tant financièrement qu'émotionnellement, et il va trouver énormément de justifications porteuses pour continuer. Voilà, si je passe 18 heures par jour devant ma station, ce n'est pas parce que je suis obsessionnelle, c'est parce que je suis motivée. Alors du coup, la question qui se pose, et d'ailleurs c'est une question qui est bien compliquée à résoudre, en tout cas à mon sens, qui est absolument impossible à répondre sur un webinaire où j'ai personne en face pour me faire de feedback. Donc la question qui se pose, c'est où commence l'obsession et où finit la pugnacité. Alors, je vais quand même vous donner un petit moyen, autant que faire se peut, pour faire cette distinction. C'est une question qui est simple. Êtes-vous capable d'arrêter aujourd'hui? Voilà, on est vendredi. Voilà, dans quelques heures, c'est le week-end. Est-ce que vous êtes capable de vous dire, la semaine prochaine, je n'allume pas ma station, je ne consulte pas mes graphes et je fais autre chose? Alors là, évidemment, la réponse qui va y avoir à cette question, c'est non, je peux pas, évidemment, mais ça n'a rien à voir avec l'addiction. Voilà, j'ai un plan de travail, j'ai du travail à faire, tout va bien dans ma vie, hein, le trading ne prend absolument pas trop de place, et donc voilà, il faut que j'avance. Donc oui, si je voulais, je pourrais ne pas trader pendant une semaine, mais je ne le veux pas. Bon. Alors évidemment, chaque vie est unique et c'est à vous de juger à l'aune de la vôtre, mais du coup, avec cette question, est-ce que vous êtes capable de ne pas trader là pendant une semaine? Vous pouvez être attentif. Si la réponse sur le non, évidemment, est émotionnelle et éveille quelque chose d'émotionnel en vous, c'est qu'il y a un souci. Si ce non, évidemment, est purement opérationnel, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pour ça que je dis que là, c'est sur un webinaire comme ça, c'est évidemment très compliqué pour vous orienter sur cette question, parce que avec le principe même du lavage de cerveau et du fait que vous n'êtes pas en face de moi pour que je puisse débusquer tous les petits messages non-verbaux, les réactions, eh bien, voilà, c'est compliqué. Malgré tout, il y a quand même, pour ceux qui se reconnaissent dans le mécanisme obsessionnel et addictif, il y a des solutions. Donc la première étape, c'est de reconnaître le problème. Alors, je ne dirais pas que cette étape est la plus difficile, par contre, c'est la plus longue, ça, c'est clair. Ce qui mène à la reconnaissance du problème, en fait, c'est toujours une souffrance. Soit vous êtes en train de perdre contact avec votre entourage, hein, soit la recherche de soulagement et la perte de contrôle de soi vous fait faire de grosses erreurs. Voilà, il peut y avoir vraiment ces deux aspects qui sont des gros marqueurs. Bon, à un moment donné, voilà, le constat, on va dire, est sans appel. Vous êtes totalement obsédé par le trading et vous n'y arrivez pas. Donc vous cherchez à vous refaire systématiquement, et quand ça arrive, eh ben, vous vous sentez minable, coupable,
Et à ce moment-là, il faut vraiment avoir le courage de le reconnaître parce que vous ne pourrez pas durer comme ça très longtemps. Il y a un moment donné où la corde va péter, quoi. Et donc reconnaître le problème, voilà, ce que je dis, c'est pas forcément le plus difficile, mais c'est ce qui peut prendre le plus de temps, cette étape-là. La deuxième étape, c'est décider d'arrêter. Alors là, par contre, cette étape-là n'est pas la plus longue, hein, parce que c'est quelque chose qui peut être fait très rapidement. Par contre, c'est clair que c'est la plus difficile. Et ça pour deux raisons principales. La première, c'est l'habitude. Avec cette question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ce temps ? Ce temps où vous n'avez plus rien à faire parce que le trading était au centre de votre vie depuis hyper longtemps et que du coup vous vous retrouvez face à... Il n'y a rien quoi, il n'y a rien d'autre que ça. Ça prenait toute la place. Et ce principe même tout bête comme l'habitude est évidemment un frein énorme dans cette décision d'arrêter. En fait, en abandonnant même temporairement le trading, vous abandonnez plein d'autres choses. Et ça, donc, c'est la deuxième raison, et c'est ça qui est difficile à avaler, parce que temporairement, au moins, vous allez devoir abandonner vos espoirs, tout d'abord. Vous abandonnez un terrain de jeu, donc, ou un terrain d'analyse, ou un terrain de confrontation, enfin voilà, vous abandonnez, j'ai envie de dire, sur une métaphore géographique, un lieu. Ensuite, vous laissez tomber une manière de vous exprimer parce que dans la manière dont on réagit face à un marché, face à une position, c'est une forme d'expression, même si là je vais loin. Et en tout cas aussi et surtout, vous abandonnez le moyen d'exprimer votre valeur et votre place dans la société et globalement dans votre vie. Bon bref, pour faire une pause réelle qui va vous permettre de trouver des vraies solutions et revenir éventuellement plus tard, c'est dur et émotionnellement c'est très impactant et c'est pour ça que je trouve que le mot addiction ou obsession ne sont pas trop lourds pour le sujet que j'aborde aujourd'hui. La troisième étape, c'est le manquer. Hein ? Comment ça, le correcteur d'orthographe m'a rajouté un accent. Non, c'est pas le manquer, c'est le manque, donc l'état de manque. Alors, l'état de manque, faut pas imaginer que c'est simple à gérer. Je crois qu'il y a une phrase très courte et assez simple pour décrire ce qui va se passer, c'est que vous allez en baver. Chaque jour sera un nouveau combat. Et alors, à ce moment-là, il faut se dire que ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Je pense qu'il faut accepter le manque. Accepter le manque, accepter la colère ou la tristesse. Alors après, quand je parle de tristesse, je ne parle pas de se complaire dans la tristesse. Il faut évidemment s'occuper, il faut évidemment aller de l'avant et essayer de faire autre chose, lire, marcher, faire du sport, aller voir des amis, discuter avec des collègues, enfin que sais-je, peu importe, mais vous occuper l'esprit. Et au début, dans ce fait de s'occuper l'esprit, tout va vous sembler complètement vide et fade. Mais si vous y mettez du vôtre, peu à peu, je veux dire jour après jour, vous allez reprendre goût à tout ce qui faisait votre vie d'avant. Et vous serez plus à même à faire le tri. Souvenez-vous que vous avez eu une vie avant le trading. Que vous avez une identité qui est autre que l'identité du trader. Et voilà, et donc il faut se rapprocher, il faut vraiment se rapprocher de ça. Une addiction au trading, comme à n'importe quoi d'autre d'ailleurs, a la spécificité d'isoler l'individu et de l'affaiblir. Donc il faut que vous acceptiez dès le départ que ça ne sera pas la fête, quoi, et qu'il vous faudra un certain temps et des efforts conscients pour pas replancher. Donc d'ailleurs, pour les personnes vraiment qui le vivent mal, aller voir un psy ou un addictologue peut être une solution pour vous y aider. Et donc enfin, dernière étape, reprendre sa liberté, retrouver sa liberté, comprendre ce qui s'est produit. Quand vous aurez à nouveau repris pied,
peut-être que vous aurez envie de revenir vers le trading. Et même s'il faut avoir conscience de ce mécanisme que vous auriez pu connaître, je pense vraiment que rien ne vous en empêche réellement. Par contre, il faut évidemment éviter que ça se reproduise. Et pour ça, vous devez comprendre les leviers de votre addiction personnelle. J'ai envie de dire son principe actif. En dehors de l'argent, qu'est-ce que cette obsession vous apportait ? Et quand vous aurez répondu à cette question, vous pourrez apporter des réponses concrètes à cette obsession, donc au principe actif de l'addiction, ailleurs que par le trading. D'ailleurs, j'ai souvent, je sais qu'il y a plusieurs articles où que je fais souvent référence à cette idée de trouver un exutoire, et on revient un petit peu là-dessus. Si vous avez été ou que vous êtes dans un mécanisme obsessionnel, pour se remettre au trading de manière plus saine, il faut savoir quels étaient les mécanismes, enfin connaître les mécanismes de l'obsession et chercher à y répondre d'une autre manière que devant vos écrans. Voilà, j'en ai terminé. Donc, bon, pour conclure, je dirais que le sujet abordé aujourd'hui était bien sombre, et qu'on n'avait pas besoin de ça cette semaine. Je sais que l'objet de la chronique psycho n'est absolument pas celui-là, mais voilà, la France vit des heures qui sont bien tristes, et peut-être vous êtes touchés, peut-être pas, moi en tout cas je le suis. Voilà, et je me suis posé la question de savoir si je devais vraiment faire ce sujet sur l'addiction aujourd'hui, sujet qui est, je le dis et je le répète, assez sombre. Mais bon, d'un autre côté, j'avais déjà fait les chroniques sur l'espoir et sur l'engagement, et il me semblait de mon devoir de clôturer ce sujet tel que je m'y étais engagée. Donc voilà, aujourd'hui je vais terminer là-dessus, et exceptionnellement je ne vais pas répondre à vos questions parce que j'en ai pas envie. Voilà, ça a le mérite d'être honnête. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez revenir vers moi par mail. Via le site notamment de Neurotrading, il y a une page contact, ou pour ceux qui connaissent peut-être déjà mon mail, n'hésitez pas à poser des questions, je vous y répondrai. Vous pouvez aussi poser vos questions dans les commentaires de la page YouTube, que ce soit la mienne ou celle de DailyFX, où cette chronique sera disponible en replay dès ce soir, puisque je vais la charger dans YouTube immédiatement. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. La semaine prochaine, il n'y a pas de chronique psycho puisque c'est la journée complète de formation de DailyFX. Je vous donne donc rendez-vous en décembre avec des chroniques qui seront volontairement un petit peu plus généralistes. Là, sur le mois d'octobre et de novembre, on est vraiment rentré dans le détail sur certains sujets, et ça me semblait intéressant et nécessaire de le faire vu le vide sidéral qu'il y a sur le net sur la question psychologique en trading. Et donc les chroniques du mois de décembre, pour clôturer cette année 2015, seront plus généralistes et plus concrètes pour vous aider à avoir une meilleure gestion émotionnelle. Je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.